Et bon, comme on fait bio, oui, je vous montre comme il fait beau aujourd'hui. Pêche à vierge, le ben, chaud et les inu. Les water biei duruno, les pâtes en bio. Enche tsarou, et ben, là un peu de gno, peut-être que va s'endier. Il me faut planter et pommes de terre de chaque aquetin. De un probablement qu'on ferait biotin ou peut-être des menzeneilles. Bon, eh ben, c'est tout un peu compliqué avoir périscope quand je suis en direct, eh ben, en mon patin, à cause que non sais jamais qui va venir, et puis je va être possible de communiquer avec l'eau. Oui, alors la langue, c'était une langue qui était en Valais depuis 1000 ans. 1000 ans. Et puis les Valaisans ont laissé tomber. Ils étaient mollés de parler du weng régional. Faut que achier pedre, chien faire des soucis, chien mawenier, chien inquiétude. Ou chien qui nous dit en patois les différents, la toute sorte d'expressions qui sont intéressantes pour décrire item en chino. Et puis, una langue qui a évolué, qui a changé tout le temps, et puis la toute sorte de choses intéressantes. Ce qui est da terra, les différentes, et puis les communs d'ailleurs de unettes, de vesicles, come in Giondatro. Chanretze weng, e poi de azo l'han changé che era una coutume un po' passeista, tra dai de guarda de weng. Bon, io a me le pas che le intéressant che je compte de guarda e wenga come digen e ville grandes. Ils peuvent être modernes, ils peuvent avoir un rôle dans la culture et peuvent être pour vivre, pour avoir des plaisirs. Et pour moi, eh ben, je compte les langues régionales. Elles sont importantes, les langues régionales, à cause que nous avons un système franc standardisé, et puis nous standardisons tout. Et puis, je compte de faire des choses en patois. Bon, les communs de poésie, comment beicette, comment les insectes, chez nos Tanzans, chez nos Péjans, Alsaciens, c'est nul. Et pourquoi c'est nul l'Alsacien? Hein? Ça, tu pourrais me le dire. Ou bien tu pourrais venir en direct et puis je te donne la parole. On en parle, d'accord? Alors, je trouve pas que c'est nul, ça ressemble trop à l'allemand. Oui, bon, on a le droit d'avoir des langues, je pense, qui ressemblent à d'autres. Par exemple, justement, l'arpitan ou bien le patois savoyard, il ressemble au français. Il ressemble aussi à l'italien. Alors, tous ces dialectes, ils ressemblent à quelque chose, mais je trouve que c'est pas grave. À la limite, c'est justement l'histoire, oui, mais ayant grandi en Alsace, je ne supporte pas. Euh, euh, D'accord. Est-ce que tu supportes pas parce que tu comprends pas? Ou bien parce que ça fait trop vieux jeu? Voilà. Moi, quand j'étais petit, ou bien même quand j'étais jeune, j'aimais pas trop l'accent de Savièse, parce que ça faisait assez paysan, comme ça faisait blablabla. Les gens, ils parlaient vraiment comme ça ici, avec un accent très, très différent. Ah, donc, quand ils parlaient le français, alors c'était un petit peu dans la bouche, comme ça, c'était assez lourd. Eh bien, c'est une particularité du franco-provençal ou arpitan d'avoir des accents dans la langue. Tandis que en français,
En français, les ta-ta-ta-ta-ta, c'est comme des mitraillettes. C'est un langage disgracieux. Oh là là, disgracieux, quel langage. Euh, Est-ce qu'on est obligé d'être gracieux? Est-ce qu'on est obligé d'être élégant? Je ne pense pas nécessairement. Il suffit d'être humain, d'avoir de l'humour, de la poésie. Oui, d'accord, un minimum. Bon, après ça dépend toujours de la langue de référence. L'idée d'esthétique d'une langue, d'une autre langue. Parce que le français, il a une esthétique à lui qui est très spéciale, hein. Cette personne renie ses origines. Oui, c'est possible. C'est possible qu'on renie ses origines. Des fois, c'est une période de sa vie, puis après ça change. Mais le cadre, je suis d'accord avec, disons, je suis d'accord avec moi-même. Moi, je suis espagnol aussi, donc. Alors, super. Oui, mais c'est vrai que quand on a une langue de référence, tout à coup, on a de la peine à s'ouvrir au son d'une autre langue. Moi, j'aime toutes les langues. Oui, alors bon, ça dépend comment est-ce qu'on veut s'ouvrir. Je sais que toute personne qui essaye d'apprendre une langue étrangère, tout à coup, elle se sent mal à l'aise. Parce que dans une langue étrangère, il y a des sons, des rythmes, des choses pas seulement difficiles à prononcer, mais c'est une question carrément d'émotion. Pour apprendre une langue, il faut être prêt à mettre d'autres émotions sur les sons, sur la mélodie, des choses comme ça. Quand vous devez faire en anglais des choses avec beaucoup d'intonation, ça fait un petit peu efféminé, des choses comme ça. Alors les gens ils se disent non, moi je peux pas quand même faire. Oh vraiment? Really? Alors ça va rendre les gens mal à l'aise. La même chose pour cette langue régionale que je soutiens, qui est l'arpitan franco-provençal patois de Savièse. Eh bien, c'est la même chose. Avec cette langue, on est obligé de parler comme ça. On doit accentuer les choses et puis parler dans la bouche. Alors, c'est très difficile. Et puis, ça sonne lourd, etc. Alors, c'est vrai que il faut un petit peu se mettre sur une autre planète pour arriver à imiter une langue et tout ça. C'est cela que j'ai voulu dire. Moi, je parle français, anglais, espagnol, j'ai appris plutôt vite. Voilà, oui, c'est sûr. Si on est ouvert, après, il y a aussi question de méthode et puis question de capacité qu'on développe à apprendre les langues. Mais ensuite, les langues régionales, par exemple, si on sait l'espagnol, vouloir... Moi non, anglais, allemand. D'accord. Ok. Mais même en Angleterre, il y a des accents différents. L'allemand, j'ai du mal, malgré que j'habite à côté. Oui, oui, bon, après, ces questions, moi je vois aussi ces questions culturelles, hein. C'est que des fois, on a des imaginaires qui vont pas bien avec certaines langues, parce que on a vu trop de films sur la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, ils font pas trop rêver. Euh, on connaît pas, par exemple, toutes les beautés de l'Allemagne, par exemple la mer du Nord, la mer, c'est extraordinaire. Toutes les régions avec leurs accents, leurs mots, leurs différentes traditions. On arrive à s'ouvrir aux différences que si on vit sur le pays, puis dans le coin, puis qu'on veut s'intégrer. Mais c'est vrai que les gens ils jugent très vite les langues régionales comme si c'était simplement du barjacaz. Bien ma foi, ils préfèrent la paella au spätzle. Oui, oui, ça c'est vrai. Ceux qui ont la base d'espagnol puis qui veulent pas nécessairement s'intéresser à l'allemand, il faut dire que l'allemand est très difficile, hein. Ça n'a pas de rapport avec le français ou les langues latines. Euh, et moi, j'ai appris l'allemand très volontiers parce qu'en fait, je me disais que c'était quelque chose de très différent. Et ça m'intéressait cette manière cette magie qu'il y a
Quand on apprend une langue et qu'on tout à coup on utilise des mots qui ne veulent rien dire pour nous, puis les autres nous comprennent, je trouve que c'est super intéressant. Parce que c'est comme les paroles magiques d'un magicien. Pour faire ouvrir la caverne d'Ali Baba, eh ben, il faut des paroles magiques. Et au début, elles nous paraissent super bizarres, ces paroles. Et puis, en fait, ça fonctionne. C'est simplement un autre code, une autre planète, comme ça. J'ai toujours été étonné de voir que les gens méprisent le langage différent en disant que c'est du charabia. Simplement qu'il y a des langues régionales avec leurs particularités et souvent c'est des choses qui reviennent de manière standard et c'est ce qui peut avoir l'air un petit peu lourd quand les gens utilisent toujours un mot. Oui, tout à fait, je suis d'accord avec toi. C'est plutôt les Parisiens qui font cela. Mais pourquoi? Pourquoi il y a ce manque d'ouverture? C'est ça que je ne comprends pas. Être ouvert aux différences régionales en se disant que c'est une richesse. Heureusement que, par exemple, les grands dictionnaires, ils se sont mis à accepter les mots d'origine suisse, les mots d'origine du Midi ou du Québec, hein. Je trouve que ça, c'est vraiment chouette parce que ça montre que ce n'est plus une, euh, une, une envie de ségréguer les gens, mais plutôt d'intégrer toutes les différences en disant c'est oui, ça fait partie de la culture ou ça donne parce que les langues régionales étaient vues comme menaçant l'unité nationale. Oui, mais ça, tu vois, je comprends l'idée, mais en même temps, tu vois, comme moi j'ai grandi en Suisse et puis qu'on a quatre langues nationales, alors ce qui est important, c'est le contact entre les différentes régions, entre les différentes cultures, mais pas nécessairement d'avoir une seule langue nationale, parce qu'à la limite, une nation peut avoir plusieurs langues. Qui a dit qu'une nation devait n'avoir qu'une seule langue, tu vois? Il suffit d'avoir des traducteurs dans les parlements, comme on a en Suisse, et puis tout ça peut fonctionner, même avec différentes langues. Oui, c'est ça. C'est pas centralisé. Et puis, alors, c'est ça. Et puis la notion de les nationalismes, eux, ils ont voulu centraliser. Je crois que c'est la plupart. Pour être fort, il faut centraliser, simplifier. C'est ce que Napoléon avait essayé de faire, hein. Au point de vue administratif, quand il avait envahi l'Allemagne, il avait simplifié les systèmes pour pouvoir bien, bien accumuler de l'argent. En fait, en France, tout à coup, il y a quand même l'idée qu'il faudrait retrouver un petit peu de décentralisation, de redonner un petit peu le pouvoir aux régions, aux gens, pour qu'ils puissent faire des référendums, des choses comme ça, et donc s'auto-administrer, par exemple. Tu vois, le fait d'avoir choisi une voie, ça ne devrait pas être, ça devrait pouvoir changer. Il devrait y avoir des changements de direction. Les États qui sont trop centralisés, et puis ils devraient comprendre qu'en fait c'est une richesse. Ah, voilà, Puanax c'est de nouveau à Lausanne. Tu as vu avant que j'ai montré pratiquement Nax? C'est là au fond, Nax. Je ne sais pas si tu sais comment on prononçait Nax en patois ou en arpitan ou en franco-provençal. Eh ben, ça s'appelait Na. Na parce que ça veut dire le nez de la montagne. Il semblerait que dans la toponymie, chaque fois qu'il y a quelque chose qui ressemble à un nez, alors donc, tu sais qu'il y a des patois en vaudois.
qu'il y a encore des patoisans vaudois qui essayent de parler la langue. Il y a le cotter, qui veut dire donc la causerie, qui a lieu une fois par mois ou 2 fois par mois au Café du Cygne à Lausanne. Et puis on se rencontre et ça pourrait être intéressant pour toi. Il y a aussi le site patoisvaudois.ch où il y a plein de vidéos en arpitan du canton de Vaud, en patois vaudois. Eux, ils n'aiment pas qu'on dise arpitan parce que justement, il y a quand même aussi, même dans les milieux des langues régionales, des gens qui veulent rester village-village. Et je trouve ça un petit peu bête parce que on peut très bien soutenir des dialectes précis, c'est-à-dire le dialecte de son village, sans dire que le dialecte d'à côté ne vaut rien ou n'est pas intéressant. C'est aussi l'ouverture qui doit exister, je trouve, parmi les locuteurs des langues régionales. Et moi, je me suis pas mal intéressé au patois vaudois parce que j'habite aussi du côté de Lausanne, à Prilly. Et puis, donc, la moitié du temps, je travaille là-bas. Et j'habite là-bas. Mais, oui. Alors, j'ai pu m'imprégner de leurs expressions, de leur prononciation. Après, la difficulté, c'est est-ce qu'on arrive vraiment à changer son accent? Deux dialectes qui parlent ensemble, c'est un petit peu spécial parce que il faut choisir un petit peu ses mots. Et en même temps, si tu choisis trop tes mots, l'autre n'apprend jamais les mots de ton dialecte. Les noms de lieux autour de Prilly sont assez intéressants. Par exemple, il y avait un Prafornay. Pra qui veut dire le pré, bien sûr, en franco-provençal, et puis Forney. Forney, alors c'est soit le fourneau, soit la personne qui s'occupe du four. Il y a, comme tu le sais peut-être ici à Nanda, beaucoup de fourniers. Le fournier, c'est la personne qui s'occupe du four, c'est-à-dire le boulanger à l'époque. Hein. Voilà. Donc, je me suis dit que c'était ça, mais il y en a énormément. D'ailleurs, j'ai entendu dire que le four, c'était un des grands revenus des seigneurs à l'époque. Ils mettaient en place pour avoir des revenus réguliers. Comme ça, les paysans étaient obligés d'utiliser le four. Salut Vieillot. Donc voilà, moi j'étais en train de dire qu'on pouvait s'occuper des langues régionales tout en étant ouvert d'esprit. C'est la même chose que d'être fier ou content d'un coin de terre, de voir tous ses avantages, sans dire il y en a point comme nous. On parlait de l'esprit de clocher, mais pourquoi exclure les gens? Pourquoi exclure les différences? Voilà. Au lieu d'aimer un petit peu tout en étant fier d'être plus proche de certaines choses, il faudrait des œuvres qui mettent ces langues en avant. Or, je connais que le rang des vaches. Alors, tu sais, à propos du patois vaudois, il y a quand même... donc, les patois vaudois... À propos des œuvres, il y a en patois vaudois pas mal de livres qui ont été écrits, par exemple, avec des histoires drôles. Entre autres, ce livre-là. Boum. Port-la-Veilla. Port-la-Veilla, ce sont des histoires de ce Jules Corday. J'arrive pas à le mettre. Voilà. Jules Corday, qui a écrit cela au XXe siècle, au début du XXe siècle, d'après ce que j'ai en tête. Et puis il y en a d'autres. Il y a aussi l'Avare de Molière en patois vaudois. Mais le problème, c'est que des fois, ces livres, ils sont même pas traduits en français. Donc on est censé le comprendre. Il y a rien que le texte. Il n'y a pas de traduction. Des fois, il y a des notes de bas de page.
mais c'est mieux de les lire avec quelqu'un qui connaisse. Et puis les Vaudois, ils ont essayé carrément de faire toutes sortes de poèmes, et ils en ont fait pas mal. Ça, il y a eu un concours Kisling qui a été fait depuis 1950, et puis en outre, tu peux trouver si tu tapes Memo VS, il faut taper archive, archives, .memovs.ch, et puis là tu arrives sur les archives de la médiathèque du Valais, et tu peux trouver toutes sortes de récits en patois vaudois, des enregistrements qui ont été faits par la radio de Lausanne. Ah, tu es de retour. J'ai cru que tu étais encore là. Alors, je voulais juste dire que les enregistrements de Radio Lausanne qui ont été faits, tu peux les trouver avec beaucoup de patois vaudois. Bon, mais c'est vrai que si tu venais, il faut se mettre en contact avec les patoisans vaudois, et puis à ce moment-là, tu peux avoir une introduction à cela. Mais c'est vrai que les textes, malheureusement, sont quand même un petit peu datés. Mais il y a aussi encore le conteux qui est une sorte de petit livre qui continue d'être édité disons 3 fois par année. Ce sont des textes sur aujourd'hui. C'est fait par des patoisans sur des questions d'actualité. Donc, par exemple, c'est cela. Mais ce sont des vieilles personnes. Voilà, c'est toujours la même chose. Il faudrait qu'il y ait des choses nouvelles et jeunes. Je t'aime Sartre. Ah, d'accord. Très bien. Quel est le rapport avec les langues minoritaires? C'est une bonne introduction. Est-ce que Sartre était pour les langues minoritaires? Je ne sais pas. Voilà. Mais bon, il était plutôt nihiliste, donc il pensait que rien n'avait d'importance. Mais ça pourrait nous soutenir parce qu'on affirme que les langues minoritaires ont de l'importance, donc elles en ont. Il faut affirmer les valeurs selon Sartre, et puis à ce moment-là, les choses auront de la valeur. Bon, si tu me réponds, mes grands-parents ne parlaient pas du tout patois, en revanche des mots, expressions bien vaudois. Oui, oui. Oui, c'est intéressant parce que ça reste, il y a plein de choses qui restent. D'accord. Il y a plein de choses qui restent dans le patois, dans le français des Vaudois, hein. Parce par exemple, je disais à ma chérie qui est vaudoise, quand elle dit une masse de choses, ça vient directement du franco-provençal ou patois ou arpitan, hein. Ou bien elle dit bien du monde, avoir bien du monde, pas seulement ces mots qu'on connaît très bien comme la dérupe, sans coubler, un aguillage, tout ça c'est des mots qui sont connus, la panos bien sûr. Aussi tiré de l'allemand, en fait assez peu. Oui, il y a une Schlage, il y a certaines choses qui ont été reprises, des fois un peu pour rigoler, mais ouais. Alors, elle m'avait fait des inversions, et puis, par exemple, elle disait, je lui l'ai dit, ou bien je lui l'ai rappelé. Et ça, c'est typiquement une chose qui est plus logique en arpitan ou patois, franco-provençal, que en français. Parce que je te le dis, tu me le dis, c'est toujours l'indirect avant le direct. Donc, ça a l'air logique de mettre l'indirect avant le direct. Et en français, à la troisième personne du singulier, c'est le contraire. Je le lui dis. Donc, tout à coup, il y a le direct, la chose avant la personne. Et ça paraît pas très logique. Voilà. Justement, l'évolution de dîner, ça avait été
Au départ, le mot dîner a la même étymologie que déjeuner. Ça veut dire arrêter de jeûner, arrêter de ne pas manger. Et donc, en France même, le dîner avait commencé à 10 heures, ensuite à midi, 2 heures, 3 heures. Je veux dire, historiquement, il a glissé vers la fin de la journée. Mais en fait, c'était pas du tout le cas. Et c'était très intéressant de découvrir ça. Voilà. Il y avait la marinde souvent pour le repas principal. Des histoires de langues minoritaires et de mots qui sont restés dans le patois ou bien dans la langue régionale. Oui, je voulais parler du Pierre Humbert. Je ne sais pas si tu as entendu parler, sûrement pas parce que c'est un grand livre. Il l'a fait à Neuchâtel vers 1950. C'était un instituteur, je crois. Et il a fait un livre extraordinaire sur toutes les expressions de Neuchâtel qui étaient des expressions régionales, parce que peut-être ils ont perdu leur patois avant les autres et ils ont continué de parler un français teinté de patoiserie, de patois. Et, et donc, il y a des manières de parler qui ressemblent au patois actuel de Savièse, un coin, tu vois, tout à fait loin de Neuchâtel. Et certaines choses, j'en croyais pas mes yeux de voir que c'était les mêmes tournures ou le même lexique, les mêmes expressions qu'à Savièse. Voilà. Ça pour parler du français régional. Mais la honte d'être jugé comme paysan, je crois que c'est un grand problème des gens, c'est qu'ils ont eu, oui, qu'ils ont eu honte de leur régionalisme. Et ils se sont dit qu'ils allaient être jugés, rejetés, alors que si les intellectuels se disent, ou bien vraiment affirment, les langues régionales ont leur valeur, ne doivent pas être dénigrées, on peut les parler tout en faisant partie d'une élite, entre guillemets, ou des personnes qui ont plus de revenus à la limite, ou en tout cas qui sont des gens bien, intellectuellement ou bien formés simplement, eh bien ça ne veut pas dire que si on est formé, on ne parle pas une langue régionale. Au contraire, on peut les soutenir, et c'est d'ailleurs, comme je te disais, ce qui a été fait dans le canton de Vaud énormément. Des pasteurs, il y a toute une liste de mainteneurs du patois, pas seulement les pasteurs, les instituteurs, qui ont soutenu donc cette langue, et qui en ont fait des livres, des poèmes et tout ça. Donc il y avait Jules Cordet dont je t'ai parlé, il y a un certain Kissling, il y a Alfred Cérézol. Alfred Cérézol a écrit la légende des Alpes, et il y a plein d'histoires qu'il a recueillies sur les Alpes, liées des fois aux superstitions, mais pas seulement. Et c'est sur l'imaginaire, sur vraiment comment étaient les gens à ce moment-là. D'accord, tu es polyglotte et tu t'intéresses à toutes les langues, ou bien seulement aux langues nationales bien ancrées? Le patois de chez toi. Ah donc, il patois d'Entiémé les intéressants. Il ressemble le franc au français. Daou, ça ressemble beaucoup au français, n'est-ce pas? A cosa che i franco-provençale, le franco-provençal, ou arpitan, le unawenga. Ah, d'accord. 6 langues et 3 dialectes. Waouh! Super! Qu'est-ce que tu parles comme dialecte? Ça m'intéresserait. Alors, en fait, le franco-provençal ou arpitan n'est pas un vrai dialecte. Waouh! Oh là là! Wolof, oui, d'accord. Farsi. Waouh! Super, dis donc.
C'est en rencontrant des gens, je pense que tu as appris ces langues. C'est ce qu'on dit qu'en fait, il faut rencontrer des gens, il faut que les gens se fréquentent assez souvent et puis après, ils sont ouverts à apprendre d'autres langues et ils ont plus de capacité aussi à apprendre d'autres langues. Ce qu'on ne sait pas, c'est que cette langue, tout autour du Mont Blanc, il y en avait une qui s'appelait l'arpitan ou franco-provençal. C'est celle que j'essaye de soutenir, tu vois, avec le patois de Savièse. Mon conte ici, c'est le conte pour le patois de Savièse. Et puis, esta wenga, donc, j'aime l'italien, elle ressemble à l'italien. Et puis, l'est una wenga qui l'aurait pu survivre. Elle aurait pu survivre. Ir par là, et Genève, elle était parlée à Genève, puis Lausanne, et puis tant que Lyon, et jusqu'à Lyon. Et puis, donc, n'aime pas jouer des chances, on n'a pas eu de chance, parce qu'il y avait une période quand même où la Savoie était très importante, très, très forte. Arriver à tout est bon.